WebEx Assistant is enabled to save audio highlights.
Bonjour. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, on vous entend, monsieur. Très bien. Et vous voyez mon écran? Oui, aussi. Très bien. Donc, je passe juste pour ouvrir les slides. On va commencer. Donc, la première séance, ce sera le cours et après, on passera au TD. Donc, théorie des graphes. Ouais. Donc, on est au chapitre 1. Donc, on s'est arrêté la dernière fois à l'exploration, si mes souvenirs sont bons. Oui, monsieur. Donc, on avait déroulé cet algorithme en principe, n'est-ce pas? Et j'avais parlé des deux stratégies, profondeur d'abord ou largeur d'abord. En fait, j'aimerais quand même vous dire quelque chose sur cet algorithme, l'algorithme d'exploration d'un graphe ou d'arborescence de manière générale. C'est des algorithmes qui sont très utilisés en intelligence artificielle. C'est-à-dire que ça permet de résoudre un certain nombre de problèmes en général. Donc la solution consiste à faire toutes les combinaisons possibles et d'explorer toutes les combinaisons possibles. Donc dans ce cas-là, on fait en quelque sorte une exploration d'une arborescence ou une recherche dans une arborescence. Je vais vous citer un jeu que vous connaissez certainement tous, le jeu d'échecs. Donc si vous considérez par exemple, je sais pas, en général les jeunes de maintenant, la nouvelle génération ne sont pas très portés sur ce genre de jeu. Vous avez des jeux vidéo un peu plus passionnants. Mais les jeux d'échecs, c'était quelque chose de notre génération. Mais il y a eu une époque où on jouait contre l'ordinateur, donc l'ordinateur semblait avoir une intelligence. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça. En réalité, il faisait comme toutes les possibilités, toutes les combinaisons possibles. C'est-à-dire que quand vous jouez un pion, vous jouez votre jeu, l'ordinateur, lui, il va tenter toutes les possibilités et il va aller aussi profondément que possible selon le niveau. Et en fonction du niveau que vous aurez choisi, il va adapter sa profondeur pour aller très loin dans l'arborescence et du coup voir toutes les combinaisons possibles. Qu'est-ce que ça veut dire toutes les combinaisons possibles? Ça veut dire s'il joue ce pion, vous pouvez jouer celui-ci ou celui-là ou celui-là. Donc ça lui donne une arborescence, ça lui donne plusieurs choix possibles. Et lui aussi, il a plusieurs choix possibles. Et donc à chaque choix, il y a encore plusieurs choix. Et donc ça nous donne une arborescence. Donc ça nous donne un arbre. Donc l'ordinateur, il ne fait pas plus que ça, il explore l'arbre et il va essayer de, bien sûr, dans l'arbre, de trouver le meilleur, en associant des coups ou quelque chose comme ça, à ce qu'il va éventuellement manger ou est-ce que vous pouvez lui manger, etc. Donc il va associer des coups et il va choisir, bien sûr, le chemin qui lui coûtera le moins ou sinon qui lui coûtera le plus à lui, c'est-à-dire dans lequel il gagnera plus. Bon, quand il s'agit d'un jeu d'échecs, bien sûr, si il voit que sur un chemin, vous risquez de lui manger la dame, il ne va pas choisir ce chemin-là. Et pire encore, s'il voit que sur un chemin, vous risquez de lui prendre le roi. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu les règles du jeu. Bon, certains d'entre vous sûrement connaissent. Donc, voilà un peu, si vous voulez, les applications qui peuvent avoir qu'il peut y avoir comme pour cette histoire d'exploration profondeur, d'exploration largeur, etc. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ça. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà joué aux échecs, en particulier avec l'ordinateur? Non? Il y en a parmi vous qui connaissent les règles du jeu, des jeux d'échecs au moins? Ah, si, oui. Ouais, ça devient ça devient rare en quelque sorte, les gens qui connaissent les règles du jeu. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, la recherche arborescente, c'est quelque chose qui est utilisé
beaucoup en recherche, en intelligence artificielle. Donc, il faudrait quand même savoir comment ça fonctionne. Donc, on va voir maintenant les propriétés des graphes. Ça, on l'a vu, il me semble, non? On a vu ce que c'est un graphe simple, graphe complet. Oui. Donc, je suis un peu déphasé. Graphe régulier, on a vu ça. Graphe biparti, il me semble qu'on était à peu près là. Et on avait dit qu'il y avait d'autres propriétés caractérisant les graphes, donc orientés, par exemple la symétrie. Ça veut dire quoi, symétrie? Ça veut dire que s'il existe un arc qui relie X à Y, donc il existe aussi un arc qui relie Y vers X. Antisymétrique, ça veut dire le contraire. Si X, Y existe, donc Y, X ne doit pas exister. Transitif, ça veut dire que si X, Y existe et Y, Z existe, donc X, Z existe ici. Bon, il y a aussi d'autres types de graphes qu'on va voir, hein, les arbres et les arborescences. On va les voir dans un chapitre particulier. Il y a les graphes planaires qu'on ne va pas voir. Le complément d'un graphe, en général, là aussi, on s'intéresse, dans la plupart de la littérature qu'on peut rencontrer, on s'intéresse au graphe simple. Donc, le graphe complémentaire d'un graphe simple. Pardon. Mais on peut trouver des ouvrages dans lesquels on parle de graphes complémentaires de manière générale. Mais nous aussi, on va s'intéresser au graphe simple. C'est un peu plus facile aussi. Il y a moins de confusion. En fait. Donc, dans un graphe simple, G, le graphe G bar, c'est quoi? C'est tout simplement le même ensemble de sommets, mais l'ensemble des arêtes, c'est quoi? Ça va être toutes les arêtes qu'il n'y a pas dans le graphe G. C'est-à-dire que si X, Y n'est pas relié, n'existe pas dans E, alors il va exister dans E bar. Ça, j'ai pas d'exemple, bon, malheureusement. Mais si on regarde, par exemple, celui-là, donc celui-là, le graphe complémentaire par rapport à celui-là, donc ça veut dire qu'il va falloir garder le même ensemble de sommets, donc on aura x1 jusqu'à x7. Les arêtes, donc il n'y aura pas d'arête x1, x2, elle va disparaître, x2, x3, etc. Toutes les arêtes qu'il y a ici, elles vont disparaître. Il va y avoir les arêtes qui n'existent pas, c'est-à-dire je vais avoir x1, x4, x3, x6, x2, x5. D'accord? C'est bon? Donc, dans le graphe complémentaire, on va avoir x1, x4, x2, x5, x3, x6. Oui? Pourquoi on a ajouté la condition X différent de Y? En fait, pour ne pas avoir de boucle. C'est-à-dire, on ne va pas avoir de boucle. On va avoir que les sommets qui, si x, y, bon, j'ai écrit au début appartenant à x au carré, ça veut dire qu'il y a x, x. Or, on ne va pas rajouter les boucles. C'est-à-dire que même si ici, il n'y a pas de boucle, x2 n'est pas relié à x2, mais on ne va pas le relier non plus dans G bar. Donc, on ne permet pas de mettre des boucles dans le complément. D'accord. On ne met pas x2, x2 dans le... D'accord. Merci. Oui, pardon. Je reviens juste, j'avais une petite interruption. Donc, revenons au graphe complémentaire. Donc, c'est toutes les arêtes. Mais on a, dans le graphe complémentaire, j'ai dit d'un graphe simple, mais le graphe G bar aussi va être simple. D'accord? Donc, il n'y aura pas de boucle non plus. On passe maintenant à la coloration dans les graphes. Donc, j'avais parlé de ça dans l'introduction. J'avais dit que c'était quelque chose qui était posé au 19e siècle. Bon, après, il y a toute une théorie qui a été développée dessus et ça, il y a des applications intéressantes. Si vous vous souvenez, j'avais parlé, par exemple, de l'implantation des quoi déjà? Des antennes GSM, des antennes téléphoniques.
ou bien des antennes de relais de diffusion radio ou télévision, etc. Toutes les antennes qui émettent un signal, quand elles sont mitoyennes, c'est-à-dire quand elles sont voisines, il ne faudrait pas qu'elles émettent avec un même signal. Donc, sinon, il y aura des interférences et on n'entendra rien. Hein, quoi. Ça ne marche pas. Donc, on est obligé de faire en sorte que les antennes qui sont mitoyennes aient des fréquences différentes. Et ça forme une antenne, elle forme une cellule. Et donc, elle a peut-être 5, 6, peut-être plus antennes qui sont voisines. Donc, c'est-à-dire avec qui elle interfère. Donc, c'est 5, 6 antennes qui sont voisines. Et elles doivent être toutes, on leur donne toutes des fréquences différentes. Et les fréquences, c'est quelque chose qui est payant. En général, on n'utilise pas des fréquences comme on veut. C'est-à-dire, on ne choisit pas. C'est-à-dire que c'est quand même une ressource qui a un coût. Donc, le mieux, c'est de choisir d'avoir un nombre minimum de fréquences possible, un nombre minimum de fréquences à utiliser. Donc voilà un peu, si vous voulez, sur le plan pratique ou sur le plan d'utilisation, quelles sont les utilisations. Il y a d'autres utilisations, problèmes de planification, problèmes d'emploi du temps. Donc pour que, on va voir un exercice dans la série. On veut planifier des examens de telle manière à ce que les étudiants qui ont des examens, il ne faudrait pas que, si j'ai un examen d'une matière 1 et de matière 2, il ne faudrait pas que ces deux examens se déroulent en même temps. Bon, le problème, vous ne pouvez pas le voir peut-être vous, parce que vous faites presque tous le même module, mais parmi vous, il y a des étudiants qui font des modules, par exemple, en dette. Et donc, si on ne fait pas attention, il y a si les examens que vous faites, vous, en 3e année, et quelqu'un qui a un module en dette en 2e année, les deux examens se déroulent en même temps, il sera un peu coincé, il y aura un problème pour lui. Donc, on doit faire attention. Bon, je sais que dans notre université, on n'utilise pas la coloration pour résoudre ce problème, mais on utilise d'autres problèmes un peu plus simples. Mais si on veut, c'est-à-dire s'il s'agit d'optimiser, c'est-à-dire de faire en sorte que le nombre de jours soit minimal, etc., il va falloir, parce que notre souci n'est pas un souci de jours, donc on programme sur une quinzaine de jours, on s'arrange pour que les 2e et les 3e années n'aient pas les examens les mêmes jours du tout. Donc on ne pose pas le problème d'optimisation. Mais si le problème d'optimisation se pose, donc le problème pour le résoudre, on va utiliser cette théorie de la coloration dans les plans. Avant de parler de coloration, je définis deux aspects, si vous voulez, donc la notion de clique et la notion de stade. Donc qu'est-ce que c'est qu'un stade? En fait, c'est un sous-ensemble de sommets, un stable, hein, il faut bien retenir ça. C'est un sous-ensemble de sommets qui engendre un graphe complet. Pardon, non, je dis une bêtise. Bon, excusez-moi, je vais voir de quoi il s'agit. Voilà, c'est tous les collègues qui attendent au moment où on est en cours que pour appeler, donc je n'ai pas osé
Excusez-moi. Allez, je reprends donc je disais instable, c'est quoi? C'est un sous-ensemble de sommets, donc S inclus dans X, tel que le sous-graphe engendré par S est formé de sommets isolés. Ça veut dire sommet isolé, ça veut dire qu'il n'y a aucune arête qui relie ce sous-ensemble. On peut prendre l'exemple qu'il y a là-dessous. Donc, dans la figure suivante, l'ensemble des sommets X2, X3, X4. Alors, si on regarde, X2, X3, X4 forment déjà un stable. Pourquoi? Parce qu'on regarde entre X2, X3 et X4, il n'y a pas d'arête. D'accord? C'est clair? Donc, ce n'est pas les seuls cas possibles. C'est-à-dire, si je peux aussi dire que X2, X5, c'est instable. Mais pas X2, X3, X5, parce que là, vous avez une arête. Donc, X2, X3, X4, c'est instable. Parce qu'ils ne sont pas reliés. Il n'y a aucune. C'est-à-dire, si je prends le sous-graphe qui est engendré par X2, X3, X4, donc ça veut dire, si j'enlève X1 et X5, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir que des sommets isolés. C'est bon? La deuxième remarque, chaque partition d'un graphe bipartite est instable. En effet, si je reviens un petit peu en arrière, donc si je regarde ici, donc vous avez cette partition-là, ce sous-ensemble, X1, X2, X3, X4, forme instable parce qu'il n'y a pas d'arête qui les relie. Donc si je prends le sous-graphe qui est engendré par X1, X2, X3, X4, je n'aurai que des sommets isolés, de la même manière pour X1, X2, plutôt Y1, Y2, Y4. Ça, pour ce qui est du stable. De la même manière, on définit aussi une clique. La clique, c'est le contraire. C'est-à-dire, on appelle une clique dans un graphe G un sous-ensemble de sommets, donc on va noter C par exemple, où le sous-graphe engendré par C est un graphe complet. Donc les ensembles de sommets X1, X3, X5, X1, X4, X5 forment des cliques. Donc si je vois X1, X4, X5, donc vous voyez un peu ce sous-ensemble, il forme une clique. X1, X5, X3 forment une clique. D'accord? C'est un graphe complet. Un graphe complet à 3 sommets. Si vous voulez, un 4 Par contre, X1, X4, X5, X3, c'est-à-dire si je prends les 4 sommets, ce n'est pas une clique parce qu'il me manque une arête. Il me manque une arête. Pardon. Donc, il me manque une arête ici. Donc, j'ai des cliques de 3 sommets, 2 cliques. Et j'ai une clique de 2 sommets, c'est par exemple X1, X2. C'est une clique aussi. C'est clair? Je vous entends pas. Oui, c'est ça. D'accord. Parce que j'avais peur d'avoir... Ok, vous me dites quand il y a quelque chose de particulier sur le chat, parce que je ne vois pas toujours quand je suis en mode présentation, je ne vois pas ce qu'il y a sur le chat. Alors, la définition de la coloration d'un graphe, donc, la coloration des sommets d'un graphe consiste à affecter à chaque sommet de ce graphe une couleur, de telle sorte que 2 sommets adjacents ne portent pas la même couleur. Une coloration avec K couleurs est donc une partition de l'ensemble des sommets en K parties stables. C'est-à-dire que si je colorais avec K couleurs, donc tous les sommets qui sont colorés de la même couleur forment un stable. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que si je remonte un petit peu ici, dans l'exemple, les sommets X, X2, X3, X4 peuvent être coloriés de la même couleur. Donc ils forment un stable. Donc X3, X4, X2, X3, X4 forment un stable et ils peuvent être coloriés de la même couleur. Tous les sommets donc coloriés avec la même couleur forment une partie d'ensemble ou un sous-ensemble qui forme un stable. On définit aussi le nombre chromatique d'un graphe, on le note nu de G, donc le nombre chromatique noté nu de G du graphe G
est le plus petit entier K pour lequel il existe une partition de X en K sous-ensemble stable. Alors, si vous voulez, c'est le nombre minimum de couleurs, tout simplement. Donc, le nombre chromatique, c'est le nombre minimum de couleurs le plus petit entier K pour lequel il existe une partition de X en K sous-ensemble. Donc, c'est le nombre minimum de couleurs. Donc, les sommets du graphe précédent peuvent être coloriés avec 2 couleurs seulement. Donc, on peut, enfin, de ce graphe, hein, c'est pas celui de, c'est pas le même. Oui, c'est pas le même. Donc, ici, on voit que X2, X4, X2, X3, X4 peuvent être coloriés avec une couleur. Et X1, X5, d'une autre couleur. Le nombre de stabilité, on appelle le nombre de stabilité noté alpha de G, le cardinal maximum d'un sous-ensemble de sommets stables. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends cet exemple, j'ai un stable de cardinalité 3. Donc, je dis le nombre de stabilité de ce graphe est égal à 3. D'accord? Encadrement du nombre chromatique. En fait, pourquoi on parle d'encadrement du nombre chromatique? Parce que nous n'avons pas quelque chose qui nous donne, pour un graphe donné, la valeur minimale, hein, directement, la valeur minimale du nombre de couleurs. C'est-à-dire, en quelque sorte, le nombre chromatique de ce graphe. Donc, on essaye de trouver des bornes. On va dire que pour un graphe qui est comme ça, le nombre de couleurs ne doit pas dépasser ça. Il est toujours supérieur à ça. C'est-à-dire qu'on va trouver une sorte de bande, une bande. Donc, on a un théorème qui dit que, bon, il y a des petites erreurs de frappe ici. Donc, il n'y a pas de sigma. Donc, ce théorème dit que nu de G, c'est-à-dire le nombre chromatique d'un graphe, il est supérieur ou égal au cardinal de X sur alpha de X. Donc, pour la preuve, c'est considérant S1, S2, SK, une partition de X en K partie stable, avec K est égal à nu de G. Si vous voulez, la démonstration, elle est un peu évidente, parce que si vous avez ici cardinal de X, et que vous avez alpha de G, je ne sais pas si vous vous rappelez un peu ce que je viens de dire sur alpha de G, c'est le stable de cardinalité maximale. Donc le stable de cardinalité maximale, c'est celui qui a le nombre maximum de sommets, dont les sommets, si vous voulez, constituent un stable. D'accord ? Donc si je divise par alpha de G, je vais forcément trouver un nombre qui va être inférieur ou égal au nombre de couleurs minimum. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui, alpha de G étant des entiers naturels, l'inégalité de Cauchy est établie. En fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que S1, S2, etc., c'est une partition de X en K parties stables. Donc, vous avez, chacun ici est un stable. D'accord? Et si je prends celui qui a la cardinalité maximale, donc c'est celui dont la cardinalité est égale à alpha de G, et que je divise grand X par alpha de G, forcément, ce nombre-là, il va être inférieur ou égal au nombre chromatique. Donc, si vous voulez, voilà un premier encadrement qui nous dit que le nombre chromatique est supérieur ou égal au cardinal de X divisé par alpha de X, qui est le stable de cardinalité maximale. Un autre théorème, le nombre chromatique d'un graphe est supérieur ou égal à celui de chacun de ses sous-graphes. C'est-à-dire que si vous prenez un graphe, donc quel que soit le sous-graphe que vous allez prendre,
le nombre chromatique du graphe d'origine va être toujours supérieur ou égal au nombre chromatique du sous-graphe. Le nombre chromatique d'un graphe est supérieur ou égal au cardinal de la clique d'ordre maximal. Pourquoi? Parce que tout simplement, une clique, c'est quoi? C'est un sous-graphe qui est, enfin, si vous voulez, c'est un sous-ensemble de sommets qui engendre un graphe complet. Et or, un graphe complet, tous ces sommets sont liés entre eux, donc reliés entre eux. Donc forcément, tous, ils vont avoir des couleurs, donc tous les sommets de cette clique vont avoir des couleurs différentes. D'accord? Et donc, si ils vont avoir des couleurs différentes, donc forcément, le nombre chromatique d'un graphe qui comporte une certaine clique, donc pas forcément, le nombre de couleurs va être au moins supérieur ou égal, hein, au moins, il va être supérieur ou égal à la cardinalité ou au cardinal de la clique d'ordre maximal. Puisque le nombre chromatique du graphe sera donc supérieur ou égal à l'ordre de cette clique. Il y a un autre théorème, donc c'est celui-là, la démonstration elle est là. Donc le nombre, vous voyez, en fait, ici, j'ai donné tous les théorèmes qui précédaient, c'est des bornes plutôt inf, c'est-à-dire que le nombre chromatique est supérieur ou égal, toujours supérieur ou égal. Donc ça veut dire que j'ai donné une nombre inférieure. Donc le nombre chromatique d'un graphe est supérieur ou égal à celui de chacun de ces sous-graphes. Le nombre chromatique d'un graphe est supérieur ou égal à la cardinalité de la clique d'ordre maximal. Donc j'ai donné une borne inf. Là, plutôt c'est une borne sup. Donc le nombre chromatique est inférieur ou égal à delta de G plus 1. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que c'est la notation grand delta de G. Vous vous rappelez? Quelqu'un pourrait me dire c'est quoi delta de G? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de ce que c'est delta de G? Le degré maximal du graphe. Exact, oui, c'est le degré maximum du graphe. Très bien. Donc pour prouver cela, donc considérons une partition de X en sous-ensemble stable de la manière suivante. Donc on considère un sommet X1 arbitraire de X et S1 est une plus grande partie stable de X contenant XE. Donc il existe un sommet X2 de X qui n'est pas dans S1. Donc on construit S2, une plus grande partie stable de X contenant X2 disjointe de S1. D'accord? S'il existe un sommet X3 de X qui n'est pas dans S1 union S2, on construit S3, le plus grand, etc. Donc, de cette manière-là, en fait, on va construire K parties stables, d'accord, de X, en choisissant une couleur par élément de chaque partition. Donc, nous aurons nécessairement nu de G inférieur ou égal à K. Considérons maintenant un sommet X de la partie SK. Donc, X est adjacent au moins à un sommet de chaque partie SI pour tous les sommets qui sont dans les partitions précédentes. Parce qu'on n'a pas pu le prendre dans les partitions, ça veut dire que dans les premières partitions précédentes, ça veut dire qu'il est adjacent. Hein, parce qu'on devait prendre des partitions qui sont des stables. Donc, si on n'a pas pu prendre un sommet dans la partition SK, donc ça veut dire qu'il était adjacent à toutes les partitions qu'on avait prises précédemment. Donc, si on est arrivé à SK, ça veut dire que ce sommet-là, il était adjacent à la partition S1, S2, etc., jusqu'à SK-1. On déduit alors que le degré de ce sommet-là, il est supérieur ou égal à K-1. D'accord? Et donc, le nombre de qui est, en fait, ici, on sait aussi que si on a pu réussir à trouver K partitions, ça veut dire qu'on peut colorier le graphe avec K couleurs. Donc, ça veut dire que K, en fait, ce n'est autre que nu de G. Donc, nu de G, K-1, en fait, ce n'est autre que nu de G-1, donc qui est inférieur ou égal à D de G. Donc, on transpose le moins 1 de l'autre côté et on aura à retrouver l'inégalité qui est contre. Donc, nu de G est inférieur ou égal à delta de G plus 1. Donc, voilà un peu comment on démontre ce théorème.
Je ne sais pas si vous avez bien suivi, s'il faut que je reprenne, si vous avez des questions, alors, il faut m'arrêter. Il ne faut pas me laisser aller trop vite. Moi, je suis tenté par avancer, mais il faut m'arrêter si vous ne comprenez pas quelque chose. OK? S'il n'y a pas de questions, ça veut dire que c'est clair? Il n'y a pas de questions. Donc, on continue. Vous m'entendez tout de même? On va voir au moins si... Oui, on vous entend. Très bien. Il y a du chat. Des questions. Bon, il n'y a pas autant que d'habitude. Hein. Aujourd'hui, je vois qu'il y a une trentaine de participants. Qu'est-ce qui se passe? D'habitude, on a atteint les 50. Voilà, on va maintenant donc voir un algorithme. Donc, mis à part les bornes là qui nous permettent de trouver quand même une borne inf et une borne sup pour le nombre de couleurs dans un bras, on a un algorithme qui nous permet de calculer, d'affecter, si vous voulez, ou de colorier un. Mais cet algorithme n'est pas un algorithme qui nous donne le nombre minimal. C'est-à-dire que c'est une heuristique, si vous voulez. C'est-à-dire c'est un algorithme, on va dire, approximatif, qui essaye de s'approcher du minimum. Peut-être souvent, il nous donne peut-être le minimum, mais on n'a pas la garantie qu'il nous donne le nombre minimum de couleurs. Donc c'est un algorithme qu'on peut utiliser. Et on peut à la limite vérifier si on est dans le minimum grâce aux bornes aussi. C'est-à-dire que quand on sait que le nombre de couleurs est supérieur ou égal à quelque chose, donc si on est exactement dans la borne inf, puisque c'est supérieur ou égal à ça, donc ça veut dire qu'on a obtenu le minimum. C'est-à-dire si on vous dit déjà, puisque vous avez la borne inf par rapport au nombre par rapport à la clique, etc., et que si vous obtenez un nombre de couleurs qui est égal à la borne inf, donc ça veut dire que vous avez le minimum. Donc cet algorithme permet d'obtenir une coloration n'utilisant pas un trop grand nombre de couleurs. Cependant, il n'assure pas que le nombre de couleurs utilisées soit minimum, et donc égal au nombre chromatique du graphe. L'algorithme se déroule comme suit. Donc attribuer une couleur non encore utilisée au sommet non encore coloré de degré maximum. Donc on choisit le sommet qui a le degré maximum. On lui attribue une couleur et attribuer la même couleur à chaque sommet non encore coloré et non adjacent à un sommet de cette couleur. Donc, s'il reste des sommets non colorés dans le graphe, revenir à l'étape 1, sinon la coloration est terminée. Bon, okay. Donc, c'est très simple. Donc, ça veut dire qu'on va essayer de colorer en priorisant, en choisissant en priorité les sommets qui ont le degré maximum. Tout simplement. Et après, bien sûr, on s'arrête là. Donc, quand je colorie le sommet de degré maximum, j'essaye de colorier tous les autres sommets qui ne sont pas adjacents à ce sommet. Voilà ce que j'ai à dire sur ce chapitre. S'il y a des questions, sinon on passe au chapitre suivant. Il n'y a pas de questions? Ah, moi, c'est une question au niveau du chat. Oui. Le chat, oui, bon.
Est-ce que vous pourriez faire des exemples? J'ai essayé, oui, effectivement, j'ai essayé de donner le maximum d'exemples. Des exemples par rapport à quoi? Par rapport à la coloration? Des exemples par rapport à la coloration ou par rapport à d'autres aspects que nous avons vus? Exemple par rapport à la coloration et la stabilité. Bon. Par rapport à la stabilité, j'ai donné quand même un exemple. Donc j'ai dit que c'est le même principe, hein, c'est-à-dire que ici, on commence par colorer, si par rapport à la coloration ou par rapport à la stabilité, c'est un peu la même chose. Donc si vous avez coloré ce graphe avec deux couleurs, ça veut dire que vous avez déjà deux stades. C'est-à-dire que X3, X4 et X2, X2, X3, X4 constituent un stade et X1, X5 constituent un autre stade. Donc ça, c'est d'une part. Maintenant, si on essaye d'appliquer l'algorithme que nous avons vu, qu'est-ce qu'il dit l'algorithme? Il dit qu'il faut choisir un sommet de degré maximum et lui donner une couleur. Et ensuite colorier tous les sommets qui ne sont pas adjacents à ce sommet. Donc si je choisis, alors j'ai le choix, il y a celui-là qui est de degré 3, 2, donc c'est pas celui-là, 2 et 3. Donc j'ai le choix entre X1 et X5. Donc je choisis l'un des deux et je lui donne une couleur. Ici par exemple on a donné la couleur rouge. Et ils me disent qu'il faut colorier. Si je choisis X1 par exemple, il faut colorier tous les sommets qui ne sont pas adjacents à ce X1 par la même couleur. Donc le seul sommet qui n'est pas adjacent à X1, c'est X5. Donc effectivement, on lui a donné la même couleur. Bon. Vous allez dans le mauvais sens. Donc le seul sommet, donc on lui a donné la même couleur, et je ne peux pas colorer d'autres sommets parce que les autres sont tous adjacents à X1 et X5. Donc maintenant, il faut choisir un autre sommet de degré maximum. Bon, les deux autres sommets sont tous de degré 2, donc je choisis n'importe lequel. Donc si je choisis X2 par exemple, je lui donne une autre couleur. Et les autres sommets qui ne sont pas adjacents à celui-là, donc il y a X3, X4, et j'aurai fini. Donc c'est un peu le même principe. Si j'avais choisi, imaginez que j'avais choisi X5. Là, c'est le même problème, c'est-à-dire que si j'avais choisi X5 au début, je lui ai donné une couleur, je lui ai choisi une couleur, et je dois colorier tous les sommets qui ne sont pas adjacents à X5, c'est X1 encore. Donc ça nous donnera la même couleur. Mais en fait, ça peut nous donner une autre couleur, enfin une autre disposition. Hein. C'est-à-dire que, comme je vous disais, que d'abord cet algorithme ne nous garantit pas d'avoir le nombre chromatique, c'est-à-dire le nombre minimum de couleurs. Donc on n'a pas cette garantie. Mais on peut savoir, est-ce qu'on est, pas on peut savoir, mais on peut avoir une petite idée au moins. Si on a par exemple la borne inf, qu'on pouvait prouver que, hein, par exemple celui-là, on n'a pas de clic supérieur à 2. Hein, vous voyez qu'on n'a pas de triangle par exemple. Donc toutes les clics, elles sont de cardinalité 2. Donc, on peut dire que tout simplement que le nombre de couleurs est supérieur ou égal à 2. Donc, on a une borne inf qui est le nombre de clics. N'est-ce pas? Donc, le fait que j'ai trouvé que c'est deux couleurs et que je sais que le nombre de couleurs est supérieur ou égal à 2, donc ça veut dire que je suis sur le minimum. Donc, si j'avais trouvé 3, imaginez que j'ai la borne min qui me dit que c'est supérieur ou égal à 2, mais que j'avais trouvé 3 couleurs en utilisant l'algorithme de Welch. À ce moment-là, je ne sais pas, je me dis, il y a des chances pour que je puisse trouver moins. Peut-être que non, peut-être que c'est ça. C'est-à-dire que parce que la borne, elle me donne une borne inf, mais ce n'est pas le nombre chromatique, c'est une borne inf. Ça veut dire que si on me dit que c'est supérieur ou égal à 2,
ça veut dire que ça peut être 3. Le nombre chromatique, il peut être 3, il peut être 4, je ne sais pas. C'est supérieur ou égal à 2. Donc, si je trouve 3, je n'ai pas non plus la garantie que c'est le nombre minimum. C'est-à-dire, si je trouve avec l'algorithme de Welch 3 couleurs, bah, je sais pas. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment le minimum ou j'aurais pu faire mieux. D'accord? Pour colorier, pour trouver le minimum, le vrai minimum, bah, il aurait fallu faire toutes les combinaisons possibles. Et à ce moment-là, ça devient un problème NP complet, c'est-à-dire un problème relativement difficile. D'accord? C'est-à-dire qu'il va falloir tenter toutes les couleurs possibles. C'est-à-dire, je vais colorier celui-là en rouge, et en fait, et je vais faire toutes les combinaisons. C'est-à-dire, est-ce que je colorie tous les sons qui ne sont pas adjacents avec le rouge ou peut-être pas, etc. Donc, c'est un problème relativement difficile. Donc, le problème de coloration en lui-même, c'est un problème difficile. Donc, les quelques indications que nous avons ici, c'est pour avoir une idée ou des idées sur une coloration qui s'approcherait du minimum, mais pas garantissant le minimum. C'est bon? Et si vous trouvez, bah, vous avez aussi les bornes max, les bornes sup. Si vous trouvez avec l'algorithme de Welch plus que ça veut dire que plus que la borne max, ah ben, ça veut dire que votre algorithme, vous l'avez très mal appliqué ou il a donné quelque chose de très mauvais. Donc ça veut dire que on est sûr qu'on peut trouver moins. Parce qu'on a trouvé, si on me dit que le nombre de couleurs est inférieur, hein, le nombre de couleurs est inférieur ou égal, ici, pardon, c'est supérieur ou égal. Ouais, ça, c'est inférieur ou égal. Ici, c'est inférieur ou égal. Et ici, ici c'est supérieur ou égal. Donc là, vous avez que le nombre de couleurs est inférieur ou égal au degré maximum plus 1. Donc si vous trouvez plus que ça, donc faites un effort, vous pouvez trouver mieux. C'est-à-dire que ici, par exemple, c'est dans ce graphe. Pardon, on revient en arrière. Alors, le degré maximum, c'est combien? C'est 3. Donc, plus 1, ça nous donne 4. Ça veut dire que le nombre de couleurs est inférieur à 4. Inférieur ou égal, pardon. Hein? Inférieur ou égal à 4. Et d'un autre côté, supérieur ou égal à 2. Parce que on a trouvé que les clics... Pardon, j'essaie de retrouver le graphe. Tout à l'heure, voilà, c'est celui-là. Donc, les clics, elles sont... la clic maximale ici, elle est de cardinalité 2. Il n'y a pas plus que 2. Et le degré maximum, il est égal à 3. Donc, ça veut dire que la coloration, enfin, le nombre chromatique, il est compris entre 2 et 4. Je peux dire ça déjà. OK. Alors, s'il n'y a pas de questions, donc on passe à chapitre suivant, donc le chapitre qui parle des cheminements dans les graphes. Voilà. Donc, le cheminement dans les graphes, ça concerne un peu un certain nombre d'aspects et d'objets, si vous voulez, dans les graphes. Donc, la notion de chemin, la notion de chaîne, de cycle, de circuit, etc. Et à travers ça, on peut voir aussi un certain nombre de propriétés des graphes. Est-ce qu'il est connexe? Est-ce qu'il est fortement connexe? La notion de parcours eulérien. On avait parlé de ce parcours eulérien, si vous vous rappelez, l'histoire des ponts qui traversent des fameux fleuves où il y avait des deltas, etc. Donc ici, on va voir un peu plus en détail cette problématique. Et le parcours eulérien, pardon, c'est le parcours aussi hamiltonien. Donc j'avais parlé aussi de ça, c'était le problème des voyageurs de commerce, le PVC, Salzman, qui a été dit par votre camarade. Donc le problème des voyageurs de commerce qui c'est visiter N villes
en passant une et une seule fois par chacune des villes. Donc, il ne faut pas repasser 2 fois par une ville, et il ne faut pas rater une ville non plus. Donc, c'est des choses qu'on devrait voir un peu dans ce chapitre. Et dans le prochain chapitre, on va voir l'optimisation dans les chemins. Quand on a un graphe, si on veut partir d'un sommet à un autre, on va avoir des algorithmes qui nous permettent de calculer le chemin le plus court, le chemin de coût minimum, qui nous permet de partir d'un sommet à un autre. Donc ici, on ne va pas voir la notion d'optimalité, mais on va voir seulement des propriétés relatives à cette notion de cheminement dans le temps. Donc voilà un peu. Donc on commence par des définitions. Donc qu'est-ce que c'est qu'une chaîne? Une chaîne, c'est une suite alternée de sommets et d'arêtes. Donc si je prends par exemple mu, c'est une chaîne qui est égale à x0, e1, x1 jusqu'à xk-1, ek, xk. Donc vous avez à chaque fois un sommet, une arête, un sommet, une arête, un sommet, une arête. C'est-à-dire que pour me déplacer d'un sommet vers un autre sommet, je suis obligé d'emprunter des arêtes en passant par des sommets intermédiaires. Donc, et à chaque fois, bien sûr, pour chacune des arêtes EI, ces extrémités, c'est xi-1 et xi. Et à partir de là, donc on dira que la chaîne mu est la chaîne joignant les sommets x0 et xk, et elle est de longueur, cette chaîne, elle est de longueur k. Donc pourquoi? Parce qu'elle comporte en fait k arêtes. D'accord? Elle passe peut-être par k plus 1 sommet, mais elle comporte k arêtes pour arriver de x0 à xk. Donc vous avez E1, E2, etc. jusqu'à EK. Donc il y a K arête. Donc on dira que cette chaîne elle est de longueur K. Donc, un petit exemple, si vous voulez. Ce qui est un peu en gras là, hein, donc ce qui est en gras, c'est une des chaînes. Donc il y en a d'autres. Hein. X1, E2, X4, E5, X3, E6, X5. Donc c'est une chaîne qui est de longueur 3 parce qu'elle utilise ou elle emprunte 3 arêtes. Donc non, ce n'est pas la seule. Donc je peux avoir par exemple X1, E4, X5, E3, X4, E5, etc. Je peux même repasser 2 fois par la même arête. C'est-à-dire que je peux dire X2, E1, X1, etc. Et donc je peux faire ça et revenir comme ça, et revenir encore, etc. Donc, dans une chaîne, tout est possible. Je peux repasser 2 fois par une même arête, je peux repasser 2 fois par un même sommet, etc. Mais la seule condition, c'est que, bien sûr, les deux sommets qui sont à côté d'une arête, il faut que ce soit les extrémités de cette arête. De la même manière, on définit un chemin. Donc, dans le cas non orienté, on parle de chaîne. Dans le cas orienté, on parle de chemin. Donc ici, on appelle chemin dans un graphe orienté une suite alternée de sommets et d'arcs. Donc de la même manière, donc vous avez un chemin nu est égal à x0, u1, x1 jusqu'à xk-1, uk, xk. Donc tel que, pour tout i compris entre 1 et k, xi est l'extrémité initiale de l'arc ui et xi plus 1 est son extrémité terminale. C'est un peu l'inverse. Pour l'arc UI, plutôt xi-1 est son extrémité initiale et xi son extrémité terminale. D'après, si je regarde ça, donc c'est pas xi plus 1, c'est xi-1, xi. Pas grave, j'essaierai de corriger tout ça. Donc on dit que mu est un chemin de x0 vers xk, donc cette fois-ci c'est orienté. Et de longueur K aussi, parce qu'il emprunte 4 K arcs. D'accord? Donc on a un exemple encore. Donc si vous prenez pardon. Donc X3, U7, donc c'est par là. X4, U9, donc ça veut dire que je boucle. Et je reviens encore à X4, U8. Ensuite X2, U2, donc je passe par là. X6, U5, donc X6, il y a une erreur, donc c'est U3 plutôt, X5, U5. Bon, il y a une erreur, donc je sais pas,
Dans l'exemple, il y a un etc. Donc voilà, c'est un chemin qui passe par cette boucle, donc il passe 2 fois par ce sommet x4. Donc, il arrive à x4, il boucle, il revient, il repasse par x4, et il fait ça, et ensuite je sais pas. Donc, bref, donc voilà un chemin qui est de longueur 5, mais ben, avec etc. Donc c'est le nombre d'arcs empruntés. Alors on définit ce que c'est qu'une chaîne ou un chemin simple. Donc quand on dit il est simple, donc un chemin ou une chaîne est dite simple si tous les arcs ou les arêtes de composants sont distincts. C'est-à-dire que si je ne repasse pas 2 fois par le même arc, pas le même sommet, hein, le même arc, ou bien la même arête. Donc je ne passe pas 2 fois par le même arc ou la même arête, j'ai un chemin ou une chaîne qui est simple. Une chaîne ou un chemin élémentaire, donc cette fois-ci, il s'agit des sommets. Donc on dit qu'un chemin ou une chaîne est élémentaire, c'est tous les sommets, les composants sont distincts. C'est-à-dire que je ne passe pas 2 fois par le même sommet. D'accord ? Donc ça devrait vous rappeler quelque chose. Donc, quand on parle de chaîne simple, l'histoire des ponts de Königsberg, il vous dit je ne passe pas 2 fois par le même pont. Donc, je ne passe pas 2 fois par la même arête. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il s'agit d'une chaîne simple. Par contre, le problème hamiltonien qui dit je ne passe pas 2 fois par la même ville, donc je ne passe pas 2 fois par le même sommet, ça veut dire que on a un chemin élémentaire. Donc, toute chaîne élémentaire, elle est aussi simple. Mais l'inverse n'est pas toujours vrai. Dans un graphe simple, une chaîne ou un chemin peuvent être déterminés juste en énumérant la suite de sommets qui la composent, qui les composent. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bon, la première remarque, toute chaîne élémentaire est aussi simple. Si elle ne passe pas 2 fois par le même sommet, elle ne peut pas passer 2 fois par un même arc ou une même arête. C'est clair. L'inverse n'est pas toujours vrai, c'est-à-dire qu'elle peut être simple, mais pas élémentaire. Donc, bien sûr, c'est clair. Donc, si on prend les exemples de tout à l'heure, donc cet exemple nous donne, puisqu'on ne passe pas 2 fois par la même arête, donc on a ici E2, E5, E6, donc c'est des arêtes qui sont distinctes, donc ça veut dire que la chaîne que nous avons ici, elle est simple, d'une part. D'autre part, vous avez X1, X4, X3, X5, donc c'est des sommets qui sont tous distincts, ça veut dire que la chaîne, elle est aussi élémentaire. Par contre ici, bon, mis à part qu'il y a une erreur, donc c'est une façon, c'est juste une histoire de numérotation en fait. Si en fait il faut juste changer le numéro de celui-là, c'est au lieu de mettre U3 ici, on va mettre U5 et celui-là je vais le transformer en U3. Donc imaginez que celui-là c'est U5. Donc vous avez ici U7, U9, U8, U2, U5. Donc tous les arcs sont distincts. Donc le chemin il est simple aussi. Par contre, vous avez X4, X4. Donc, ça veut dire que vous passez 2 fois par le même sommet. Donc, on rencontre 2 fois le même sommet, même si ce n'est pas de manière consécutive. Hein, c'est-à-dire que j'aurais pu trouver, par exemple, ici, X2, ensuite je le rencontre un peu plus loin. Donc, si je rencontre 2 fois le même sommet, je dirais que le chemin n'est pas élémentaire, de la même manière pour la chaîne. Donc, si je rencontre 2 fois le même sommet, le chemin n'est pas élémentaire ou la chaîne n'est pas élémentaire. Donc, soit toutes les arêtes ou tous les sommets sont distincts. À ce moment-là, la chaîne ou le chemin sont simples. Si les sommets sont distincts, la chaîne ou le chemin sont élémentaires. Donc, c'est juste des définitions, hein, donc il faut les connaître. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne fermée? C'est tout simplement quand le sommet de départ est confondu avec le sommet de la fin ou de l'arrivée. Donc à ce moment-là, on parlera de chaîne ou de chemin fermé. Donc les 2 extrémités sont confondues. C'est-à-dire que le sommet de commencement et le sommet d'arrivée, de la fin, sont les mêmes. C'est le même sommet. Donc à ce moment-là, on parlera de chaîne fermée. Donc qu'est-ce que c'est qu'un cycle? Un cycle, c'est tout simplement une chaîne fermée qui est simple. C'est-à-dire qu'on ne doit pas passer. Donc, dans la chaîne fermée, on peut passer 2 fois par une même arête ou par un même arc.
Par contre, dans un cycle, on ne passe pas deux fois par un même sommet, par un même arc ou par une même arc. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle soit d'abord chez une chaîne fermée et en même temps, il faut qu'elle soit simple. Donc, on appelle cycle dans un graphe non orienté, respectivement un graphe orienté, toute chaîne fermée simple. Donc, vous avez x0, e1, x1, etc. jusqu'à xk-1, ek, xk, tel que x0 est égal à xk. D'accord? Vous voyez ici, donc x0 est égal à xk. Donc, cette extrémité et celle-là, c'est exactement le même sommet. Donc, à ce moment-là, je dirais que j'ai un cycle. Maintenant, si à la place de E1, E2, etc., j'ai U1, U2, etc., jusqu'à U4, donc j'ai un graphe orienté, et donc j'ai des arcs, à ce moment-là, on parlera de circuit. Pardon. On parlera de circuit. Je ne l'ai pas dit quelque part. Bon, donc il faut rajouter ici, entre parenthèses, circuit. On appelle cycle, entre parenthèses, circuit, dans un graphe non orienté, respectivement orienté. Donc dans le graphe orienté, on parle de circuit. Dans le graphe non orienté, on parle de cycle. De la même façon, on parle de chemin dans le graphe orienté et on parle de chaîne dans le graphe non orienté. Donc dans le graphe non orienté, on parle de chaîne et de cycle. Dans le graphe orienté, on parle de chemin et de circuit. Il arrive qu'on parle aussi de chaîne dans le graphe ou de cycle dans le graphe non orienté, dans le graphe orienté, mais à ce moment-là, on ne considère plus l'orientation, c'est-à-dire qu'on fait abstraction ou on l'oublie, si vous voulez, l'orientation. C'est comme si elle n'existait pas. Dans certains documents, on parle aussi de chaîne dans les graphes orientés, mais nous, on va prendre par convention la notion de chaîne dans les graphes non orientés. La même chose pour le cycle, et la notion de chemin dans les graphes orientés, et l'orientation, elle est respectée. C'est-à-dire que quand je parcours un chemin, ça veut dire que quand je passe de x1 vers x2 par un arc, ça veut dire que l'arc il est orienté de x1 vers x2. Je ne peux pas parcourir un arc dans le sens inverse de son orientation. Bon, théorie des graphes, il y a un peu de théorie, donc on va voir un certain nombre de théorèmes, un certain nombre de preuves. Oui, il y a des questions? J'ai entendu un petit bruit. Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Non, jusqu'ici, c'est plein. Très bien. Donc, cette proposition, elle nous dit la chose suivante. Si on a un graphe dont le degré minimum, delta de G, est supérieur ou égal à 2, un peu ce que j'en ai fait là. Si on a un graphe dans lequel le degré minimum est supérieur ou égal à 2, alors G contient un cycle. Si ce graphe il est simple, alors bien sûr avec le degré supérieur ou égal à 2 qui est supérieur ou égal à K supérieur ou égal à 2, alors G comporte un cycle de longueur au moins égal à K. Donc comment on va prouver ça? Donc la première chose, on va considérer la plus longue chaîne élémentaire de ce graphe. Donc, considérant la plus longue chaîne, donc soit C est égal, on aurait pu l'appeler mu ou n'importe quoi, C égale x0, x1, xl. Donc cette chaîne, elle est de longueur L. Bon, vous constatez ici que j'ai enlevé je ne sais pas si je l'avais dit quelque part. Voilà. Dans un graphe simple, une chaîne ou un chemin peuvent être déterminés juste en énumérant la suite des sommets qui la composent. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé à chaque fois d'énumérer aussi les arcs ou les arêtes. Donc, si je veux, par exemple, énumérer cette chaîne, au lieu de dire x1, e2, x4, etc., je vais dire directement x1, x4, x3, x5. Comme le graphe
ce n'est pas un multigraphe, c'est-à-dire que je n'ai pas d'arête multiple, donc je sais par quelle arête je suis passé forcément. D'accord? Le problème, c'est il y aura des confusions si il y avait des arêtes parallèles. Donc à ce moment-là, je n'aurais pas su par quelle arête je suis passé en partant par exemple de x1 à x4. Donc si le graphe il est simple, ou si ce n'est pas un multigraphe, du moins, les boucles on peut quand même les prendre, mais si le graphe il est simple, ou si c'est un graphe, quand il s'agit du graphe orienté, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est le K-graphe, le N-graphe, je ne me rappelle pas comment on l'avait noté, il me semble qu'on avait noté. D'accord. Le N-graphe, ça veut dire que j'ai un seul arc qui relie un couple de sommets dans un sens donné. Si j'ai x, y, j'ai un seul. Si j'ai au plus un arc qui relie x vers y, je peux avoir y vers x, mais au plus un arc dans un seul sens, dans un certain sens. Donc, du coup, à ce moment-là, si j'ai un seul arc, je dirais que j'ai un graphe. Si j'ai un m arc, donc je dirais que j'ai un m graphe. Si vous vous rappelez de la définition du multigraphe. Donc, je reviens un peu à ce que je disais. Si on a la chaîne, en considérant la chaîne la plus longue, donc x0, x1, xl, donc ça veut dire qu'on ne peut pas trouver plus long que ça. D'accord? Et cette chaîne, elle est élémentaire. Ça veut dire que x0, x1 jusqu'à xl sont tous distincts. Alors, le degré de x0, lui, il est aussi supérieur ou égal à 2, donc supérieur ou égal à k, supérieur ou égal à 2 par hypothèse. Donc, il possède au moins k voisins distincts. D'accord? Puisque le graphe, il est simple, donc il n'y a pas d'arête parallèle. Donc, il a forcément, tous ses voisins sont distincts. Il y a déjà x0, il a déjà un des voisins, c'est x1. Donc, il a d'autres voisins, il a k-1 autres voisins qui sont ailleurs. Maintenant, on va supposer, imaginez que donc, x0 possède d'autres voisins, donc, puisque le degré de x0 est supérieur ou égal à 2. Donc, il a un voisin qui est x1, mais il a d'autres voisins. Donc, supposons que y est l'un des voisins de x0. Et que, première hypothèse, on va supposer que x0 n'appartient pas à x1 jusqu'à xn. Bon, il a un voisin qui est x1, mais il a d'autres voisins. Donc, supposons que cet autre voisin n'est pas parmi x1 jusqu'à xl. Bon, on aurait pu écrire n'est pas parmi x2 jusqu'à xl. Alors, la chaîne y, x0, x1 jusqu'à xl est plus longue que c. Donc, contradiction. C'est-à-dire que si c'est un autre voisin qui n'appartient pas à x1 et xl, donc ça veut dire que je pouvais alors construire une chaîne qui va relier y à x0, puisque y est l'un des voisins de x0. Donc y, x0, x1, etc. jusqu'à xn. Donc finalement, je peux trouver une chaîne qui est plus grande que celle que j'ai supposée être la plus grande dans ce graphe. Donc on arrive à une contradiction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est une contradiction, ça veut dire que tous les voisins de x0 sont forcément dans l'ensemble x1 jusqu'à xn. Maintenant, si tous les voisins, les k voisins sont dans la chaîne, dans l'ensemble x1 jusqu'à xl, donc je n'ai qu'à considérer l'indice max, que j'appellerai i, l'indice max de ces voisins, d'accord? Donc i, qu'est-ce que je peux dire? C'est que ce i-là, il est d'une part inférieur ou égal à l, puisque tous les voisins sont dans 1 jusqu'à l. D'autre part, il est supérieur ou égal à k. Pourquoi il est supérieur ou égal à k? Parce qu'en fait, l'indice, c'est le dernier voisin. Or, lui, il a déjà k voisins. Il a k voisins, donc ces voisins-là, ils doivent être dans les indices inférieurs à i, d'accord, qui sont peut-être inférieurs à k. Donc, forcément, l'indice, le voisin dont l'indice est maximum, cet indice, il est forcément supérieur à k, puisque le degré, il est supérieur à k. Je recommence. Il a k voisins, d'accord? x0, il a k voisins, et ces voisins, ils sont tous distincts. Il y a un des voisins, c'est x1, l'autre peut-être c'est 2, etc. Donc, imaginez par exemple s'il a 3 voisins. Allez, on va prendre l'exemple de 3 voisins. Donc, le premier voisin, c'est x1, le deuxième voisin, c'est x2,
Dans le meilleur des cas, le troisième voisin, ça va être x3. Donc, vous voyez que comme le degré il est supérieur il est égal, le degré supérieur à 3 ou est égal à 3, donc le dernier voisin, il a comme indice 3. Mais peut-être qu'il sera à 4, peut-être qu'il sera à 5. Mais il y a un dernier voisin dont l'indice minimum, il est forcément supérieur ou égal à 4. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a une chaîne qui va aller de x0 jusqu'à xk, et comme, jusqu'à xi, d'accord? Et comme xi est voisin de x0, donc ça veut dire que je peux revenir encore à x0. Donc je peux revenir par l'arête qui relie x0 à xi. Donc je vais aller de x0 jusqu'à xi en passant par x1, x2, etc. jusqu'à xi. Et comme x0, il est aussi voisin, donc il est adjacent à xi, donc je peux revenir de xi vers x0. Donc finalement, je peux trouver encore un cycle qui va passer de x0, x1 jusqu'à xi et revenir à x0. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc finalement, j'ai un cycle qui est de longueur supérieure ou égale à k. D'accord? C'est ce que nous voulons démontrer. Donc vous voyez donc cette proposition, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc si vous avez un graphe dans le degré, donc tous les sommets sont de degré supérieur ou égal à 2, alors le graphe contient forcément un cycle, et si le degré minimum il est supérieur ou égal à k, alors j'ai forcément un cycle de longueur supérieure ou égale à k. C'est bien. Ça peut être une propriété intéressante. Ici, comme ça, c'est de la théorie, on peut rien en tirer, mais on va se dire que c'est beau tout ça. Mais après, parfois, on a besoin de ces résultats-là pour donner des caractéristiques à un graphe. De la même manière, donc, je disais, on appelle un circuit dans un graphe orienté tout chemin fermé, donc tout chemin fermé, mais qui est simple, où mu est égal à x0, u1, x1, etc. jusqu'à xk-1, uk, xk, tel que k est supérieur ou égal à strictement 0 et x0 est égal à xk. Donc là on parle de circuit. Donc c'est une chaîne fermée. Donc on dit que c'est un circuit de longueur chaos. Donc ce circuit il est élémentaire si tous les sommets qui le composent sont distincts. Donc dans un graphe simple, un cycle ou un circuit peut être déterminé juste en énumérant la suite des sommets qui le composent. De la même manière pour les chaînes et les chemins, le cycle et le circuit, on peut les déterminer, on peut les, si vous voulez, on peut les désigner en énumérant uniquement la suite des sommets qui les composent. Une boucle, c'est un cycle, ou c'est un circuit élémentaire de longueur 1. Voilà. Donc nous passons maintenant à la propriété de connexité. Donc qu'est-ce que c'est qu'un graphe connexe? Donc on dit qu'un graphe il est connexe s'il existe une chaîne joignant chaque paire de sommets x et y, x différents de y. C'est-à-dire que quel que soit le couple de sommets que je prends x, y, j'ai une chaîne qui les relie. Donc je dirais que le graphe il est connexe. On parle de composante connexe. Une composante connexe, c'est un sous-ensemble de sommets qui engendre un sous-graphe connexe. C'est-à-dire que je prends un sous-ensemble de sommets. Si le sous-graphe qui est engendré par ce sous-ensemble de sommets, il est connexe, donc je dirais que j'ai là une composante connexe. Donc on peut définir ça de manière un peu plus théorique. Donc si on a un graphe G, dans l'ensemble des sommets c'est X, l'ensemble des arêtes c'est E, la relation X, R, Y, la relation qui relie deux sommets, qui est définie comme suit, donc X est relié à Y par la relation R, si et seulement si, pardon, soit X est égal à Y, soit il existe une chaîne reliant X et Y. Donc soit X est égal à Y, soit il existe une chaîne reliant X et Y. Donc c'est une relation
Donc, on peut montrer que c'est une relation d'équivalence. D'abord, c'est une relation X est relié à X, donc c'est une relation qui est, comment on appelle ça? Réflexive. Réflexive, exactement, je ne trouvais pas le mot. Donc, réflexive, merci. Donc, X est relié à X, puisque X est égal à X. Si X est relié à Y, donc forcément, Y est relié à X, parce que s'il y a une chaîne qui relie X à Y, donc il y a une chaîne qui relie Y à X, donc c'est une chaîne qui est symétrique, et c'est une chaîne, c'est une relation aussi qui est transitive. S'il y a une chaîne qui relie X à Y, et il y a une chaîne qui relie Y à Z, donc forcément, il y a une chaîne, ça va être la concaténation des deux, au moins, donc il y a une chaîne qui relie Y, X plutôt à Z. Donc c'est une relation qui est une relation d'équivalence. Et les classes d'équivalence X1, X2, Xn induisent par R sur l'ensemble X engendrent ce qu'on appelle des composantes connexes. Donc je viens de définir un peu avant. Donc, les composantes connexes, ce n'est autre que les classes d'équivalence engendrées par, induites par cette relation qu'on vient de définir, la relation d'équivalence. G comporte alors, donc si on a K classes d'équivalence, donc on a K composantes connexes. Un graphe qui contient qu'une seule composante connexe est dit graphe connexe, non, puisque s'il y a une seule composante connexe, ça veut dire que tous les sommets sont reliés à tous les autres sommets. Reliés par une chaîne, attention, pas par une arête. Donc voilà, ça c'est un graphe connexe, donc tous les sommets, je peux atteindre à partir de n'importe quel sommet, tous les autres sommets, à travers une chaîne. Donc, vous pouvez aller de X2 vers X5 ou X3, etc. Par contre, ce graphe-là n'est pas connexe, mais il est constitué de trois composantes connexes. Donc, vous avez la première composante, c'est C1, qui est constituée de X1, X2, X3, plutôt X4, X5. Donc, vous avez cette composante. La deuxième composante, c'est celle-là, c'est X3, X6. Et la dernière composante, c'est X7. Donc, vous avez ici un graphe qui n'est pas connexe. C'est le même graphe, c'est un seul graphe, mais il est constitué de trois composantes connexes. Donc le premier, c'était un seul graphe aussi, mais il est connexe. Celui-là, on dira qu'il n'est pas connexe, mais il est constitué de trois composantes connexes. C'est bien? Alors, nous avons un certain nombre de propositions là aussi. Donc, la première proposition, elle dit que si on a un graphe G, l'ajout d'une arête a pour conséquence deux choses. L'une des deux choses. Soit diminuer le nombre de composantes connexes, soit créer un cycle et un nouveau cycle dans le graphe. En effet, donc la preuve, si vous voulez, elle explique un peu ça. Donc, si on relie les deux sommets A et B, donc si l'arête qu'on vient de rajouter, elle relie deux sommets qui sont A et B, alors nous avons deux cas. Le premier cas, soit A et B appartiennent à deux composantes connexes, C1 et C2, qui sont distinctes. Donc, si c'est deux composantes connexes, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces deux composantes, elles vont devenir une seule. Parce que ces deux composantes, déjà, dans chacune, tous les sommets sont reliés à tous les sommets, dans chacune d'elles, mais elles ne sont pas reliées entre elles. Mais le fait de rajouter une arête entre un sommet de l'une des arêtes des composantes et un sommet de l'autre composante, donc ça veut dire que maintenant, tous les sommets de la première composante vont être reliés à tous les sommets de la deuxième composante et réciproquement. Donc finalement, ce qui va se passer, c'est que C1 et C2 vont devenir une seule composante. Donc ça veut dire qu'on avait au départ deux composantes et ça devient une seule. Donc si on avait trois composantes, là on a relié deux composantes, on aura à la fin deux composantes. Donc à chaque fois, si on relie deux composantes, on aura le nombre de composantes qui diminue de 1. Donc c'est ce qui est dit ici. Donc le nombre de composantes dans ce cas-là diminue de 1. Deuxième cas, donc si A et B appartiennent à la même composante connexe, là aussi on peut distinguer deux cas. Donc soit A et B sont différents, donc à ce moment-là, A et B appartenant à la même composante connexe, donc reliés déjà par une chaîne. Donc s'ils appartiennent à la même composante connexe, ça veut dire que A et B, ils étaient déjà reliés par une chaîne. Donc le fait de rajouter une arête reliant A et B, donc on va créer un cycle. Donc il y avait déjà une chaîne qui relie A par sigma, si vous voulez, par la chaîne sigma vers B. Donc on va avoir maintenant A sigma B et on a relié B A, donc on va avoir BA. Donc ça veut dire qu'on est revenu au sommet de départ, donc on a créé un nouveau cycle.
C'est un cycle qui n'existait pas. Deuxième cas, c'est A est égal à B, donc ça veut dire qu'on a créé une boucle tout simplement, donc on a créé un cycle de longueur 1. Donc dans tous les cas, on a créé un nouveau cycle qui n'existait pas auparavant. Donc voilà. Donc vous avez deux cas possibles. Donc si vous rajoutez une arête, donc soit vous diminuez le nombre de composantes connexes, soit vous créez un nouveau cycle. Mais l'une des deux seulement. C'est-à-dire que c'est exclusif. C'est-à-dire que je ne vais pas à la fois créer un cycle et en même temps diminuer le nombre de composants. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit diminuer le nombre de composants connexes, soit créer un nouveau cycle. On a une proposition qui découle un peu de la première, donc c'est soit un graphe G d'ordre n qui est connexe, pardon, un graphe G d'ordre n il est connexe, alors il comporte, s'il est connexe, il comporte alors au moins n-1 arête. Donc s'il est connexe, forcément il comporte au moins n-1 arête, au moins. Bien sûr, il est d'ordre n, ça veut dire qu'il comporte déjà n sommets. Donc s'il est connexe, forcément il a n-1 arête. Pour la démonstration, d'une part, on va partir d'un graphe qu'on appellera le graphe qu'on va noter, si vous voulez, G0, donc qui est composé de x sommets ou de n sommets, hein, de l'ensemble x qui est composé de n sommets, mais avec aucune arête. Donc ce graphe comporte n sommets isolés. Donc en d'autres termes, il comporte n composantes connexes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il comporte n composantes connexes. En appliquant la proposition précédente, donc à chaque fois qu'on ajoute une arête, on diminue le nombre de composantes connexes. Ainsi, pour arriver à un seul composante connexe, il faut ajouter au moins n-1 arête. C'est ce qu'il fallait. Voilà, c'est la preuve en quelque sorte. Donc c'est qu'à chaque fois, j'ai au début n composantes connexes. Si je rajoute une arête, je vais passer n-1. Je rajoute une arête, deux arêtes, donc je vais passer n-2, et ainsi de suite. Donc vous voyez, si je rajoute une arête, j'avais n composantes. Je rajoute une arête, je vais passer à n-1. Je rajoute une deuxième arête, je vais passer à n-2. Donc quand est-ce que j'arrive à une composante? C'est lorsque j'aurai rajouté n-1 arête. Mais à chaque fois, en faisant attention à ce que l'arête que je rajoute ne crée pas de cycle, mais plutôt diminue le nombre de composantes connexes. D'accord? Et lorsque j'aurai atteint un graphe connexe, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule composante connexe, là, je ne peux pas diminuer le nombre de composantes connexes, parce que le nombre de composantes connexes, il est supérieur ou égal à 1. Donc ça veut dire que si j'ai plus de n-1 arête, donc forcément, mon graphe, il comporte des cycles. Donc dans un graphe G où il y a plus de n-1 arête, forcément, il comporte des cycles. Là, on définit ce que c'est la K-connexité, ou un graphe G d'ordre n est dit K-connexe, si seulement si G est connexe et il n'existe pas de sous-ensemble S incluant X, de cardinalité K-1, donc S est de cardinalité K-1, tel que le sous-graphe engendré par X moins S n'est pas connexe. En fait, en d'autres termes, en supprimant moins de K sommés, le graphe sera toujours connexe. Donc, quand on dit qu'il est K connexe, ça veut dire que je ne peux pas le déconnecter en supprimant moins de K, pas moins ou égal, moins de K sommés. Je ne peux pas le déconnecter en supprimant moins de K sommés. C'est clair? On va essayer de voir les exemples que nous avons ici. Alors, est-ce que dans ce graphe, je peux supprimer un sommet et déconnecter le graphe, le rendre non connexe? Est-ce qu'il y a un sommet que je peux supprimer et rendre le graphe non connexe? Oui. Lequel? X1. X1, oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Si j'enlève X1, donc le graphe. Donc celui-là, je ne peux pas dire qu'il est de connexe, en tout cas.
il est connexe, donc il est inconnexe. Donc, il n'est pas deux connexes. Donc, je ne peux pas, pour dire qu'il est deux connexes, je ne dois pas, par exemple, le déconnecter en supprimant moins de deux sommets. Donc, par exemple, 1. Donc, celui-là, il n'est pas deux connexes. Si j'ai mieux, on va voir un peu plus haut. Bon, je crois que c'est pareil. Là aussi, c'est la même chose. Bon, c'est la même chose, c'est pas grave. Donc, un graphe qui est K-connexe, alors il est aussi K-1 connexe. Si je ne peux pas le déconnecter en supprimant moins de K, donc K-1 sommet, je ne peux pas non plus le déconnecter en supprimant K-2. La connexité, c'est-à-dire la propriété de connexité, on l'a définie dans les graphes non orientés. Donc, on parle de forte connexité dans les graphes orientés. Donc, de la même manière, donc on parle d'un graphe connexe, pas connexe, hein, fortement connexe. Pardon, ici c'est graphe fortement connexe. Donc, un graphe orienté G est fortement connexe s'il existe entre chaque paire de sommets X, Y, un chemin de X vers Y et un chemin de Y à X. C'est-à-dire qu'il faut que je puisse aller de tous les couples, de tout couple de sommets dans un sens et dans l'autre. Pas par un arc, mais par un chemin. Donc, on dira qu'un graphe, il est fortement connexe s'il existe entre chaque couple de sommets X, Y, un chemin qui relie X vers Y et un chemin qui relie Y vers X. Et de la même manière, on définit une composante fortement connexe. C'est un sous-ensemble de sommets qui engendre un sous-graphe qui est fortement connexe. Donc, c'est un sous-ensemble de sommets. Quand je supprime tous les autres sommets, ce sous-ensemble, il engendre un sous-graphe qui est fortement connexe. Donc, de la même manière aussi, on a une définition théorique. Donc, si je définis la relation R de la manière suivante, donc X est relié à R par la relation R, si seulement si soit X est égal à Y, soit il existe un chemin de X vers Y et un chemin de Y vers X. Donc, de la même manière, on dira que cette relation est une relation d'équivalence. C'est prouvé aussi qu'elle est une relation réflexive, symétrique et transitive. Donc, les classes d'équivalence X1, X2 jusqu'à Xk induites par R sur l'ensemble des sommets X engendrent les composantes fortement connexes de G. Donc, G comporte alors K composantes fortement connexes. Un graphe qui contient une seule composante fortement connexe est dit graphe fortement connexe, comme on l'avait défini auparavant. Donc, vous avez ici un graphe. Celui-là, il n'est pas fortement connexe. Donc, on peut le constater parce qu'il est... je ne peux pas aller, par exemple, de X1 vers X2 et même pas l'inverse. Je peux aller de X1 vers X5. Est-ce que je peux revenir? Je ne peux pas revenir. Donc, ils appartiennent, les X1 et X5, par exemple, n'appartiennent pas à la même composante fortement connexe. Donc, ici, on peut constater que X1 est constitué nous avons une composante C1, composante fortement connexe, qui est constituée d'un seul sous-ensemble, d'un seul sommet, pardon, X1, et vous avez X2, plutôt C2, c'est X2, X3, X4. Donc, pourquoi X2, X4, X3, X4? Donc, vous pouvez aller de X2 à X3, et je peux aussi aller de X2 à X4, et je peux revenir à X4, pardon, il est par là. Donc, je peux aller X4 et je peux revenir. Donc, vous voyez, entre tout couple de sommets de cette composante, je peux aller de n'importe quel sommet à n'importe quel autre et revenir. Donc, je peux aller de X3 à X4 et je peux revenir de X4 vers X3. Je peux aller de X2 vers X4 et je peux revenir de X4 vers X2 et ainsi de suite. Donc, vous avez tous les couples de sommets possibles. Donc, vous avez ici une composante fortement connexe qui est composée de X2, X3, X4. La dernière composante fortement connexe, c'est X5, X6. Donc, vous voyez bien qu'il y a deux arcs, l'un qui va dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Donc, vous avez X5, X6 qui constituent une composante fortement connexe. Bon. Autant c'est un peu facile de voir les composantes connexes dans un graphe non orienté, mais dans les graphes orientés,
ce n'est pas très très évident. On voit bien. C'est-à-dire que ce graphe, si je parle de connexité, il est connexe. C'est-à-dire qu'on voit on dirait qu'il y a un lien entre tous les sommets. Mais en réalité, je ne peux pas aller de n'importe quel sommet à n'importe quel sommet aussi facilement et revenir surtout. Donc, je le vois que je ne peux pas. Donc, il y a des algorithmes qui permettent de calculer ces composantes fortement connexes. C'est ce qu'on va voir ici. Donc, algorithme de calcul de composantes fortement connexes. Si on a le temps de voir cet algorithme, je crois que c'est l'heure. Bon, je donne juste un peu le principe, si vous voulez. Donc, pour déterminer les composantes fortement connexes dans un graphe orienté. Donc, on définit d'abord les deux ensembles associés à un sommet, les deux ensembles de descendants donc de X. Donc, c'est quoi les descendants de X? C'est tous les sommets que je peux atteindre en partant de X. Donc, c'est l'ensemble des sommets Y, tel qu'il existe un chemin de X allant vers Y. Et l'ensemble des ascendants de X, les ascendants, c'est-à-dire les parents en quelque sorte, et les grands-parents. Donc, les ascendants de X, c'est tous les sommets tels qu'il existe un chemin de Y. Tous les sommets Y, tels qu'il existe un chemin de Y vers X. Donc, voilà un peu. Donc, pour calculer la composante fortement connexe, attention, la composante fortement connexe à laquelle appartient X, donc on calcule l'ensemble des descendants de X, c'est relativement facile à faire, l'ensemble des ascendants de X, et ensuite la composante fortement connexe à laquelle appartient X, c'est quoi? C'est X lui-même, union A inter D, c'est-à-dire l'ensemble des ascendants inter, donc on fait l'intersection avec l'ensemble des descendants. Donc, voilà un peu comment on calcule ça. Donc, on va voir un peu en détail cet algorithme la prochaine fois. Comment on fait exactement ce calcul? En fait, ce n'est pas très différent de l'algorithme d'exploration que nous avons vu auparavant. Donc, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on va partir de ce sommet. Si on veut calculer la composante à laquelle il appartient, donc on va commencer à faire le parcours, mais seulement en descendant, c'est-à-dire vers les descendants. Ensuite, on va faire l'inverse en allant vers les ascendants. Donc, on va faire un parcours inverse cette fois-ci, en partant toujours du sommet X. Et s'il y a des sommets qu'on a atteints en partant de X vers les descendants et on les a atteints en partant vers les ascendants, ces sommets-là, ils appartiennent à la même composante fortement connexe. Donc, voilà le principe de cet algorithme. On va voir la prochaine fois. Donc voilà, en principe, du cours, j'arrête là et je vous laisse un peu de temps, un petit temps pour respirer. Alors, je ne sais pas si votre maman vous a préparé déjà à manger, vous pouvez peut-être manger 5 minutes, 10 minutes. Et on reprend dans 10 minutes. OK? Ok, merci monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. est-ce que vous pouvez nous envoyer les slides ainsi que ceux du chapitre 1? Oui, c'est ce que je comptais faire. Je voulais d'abord terminer le cours et je vous envoie les slides. D'accord, merci. Je pense que les slides sont assez riches. Peut-être qu'il y a quelques petits exemples, c'est pas méchant, mais ils sont assez détaillés pour comprendre à travers ce que nous avons vu assez facilement. Et bien sûr, en les revoyant, si vous avez des questions ou quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. D'accord, merci monsieur. Voilà.